Salut les Herpers et bienvenue sur la chaîne YouTube Reptiline. Donc le Lizard Day, notre grand événement de septembre qui met les lézards à l'honneur, arrive très bientôt puisque c'est le week-end du 18 et 19 septembre. Donc pas ce week-end mais le week-end d'après. Donc voilà, j'avais envie de refaire des vidéos sur les lézards en attendant et j'ai avec moi aujourd'hui la chance d'avoir Philippe Gérard que vous connaissez par ses livres, hein, puisqu'il a écrit des livres en français sur les reptiles depuis de nombreuses années. Et donc, il est terrariophile aussi depuis de nombreuses années. Vous l'avez vu aussi dans une émission Herpworld. Donc, voilà, Philippe est venu avec moi aujourd'hui pour vous parler d'une espèce de lézard qu'on voit assez rarement en terrarium et qui est vraiment génial, qui demande qu'à être découverte. Donc, on voit ce magnifique petit lézard vert. Voilà, alors, quel est ce lézard, Philippe? Alors, cette espèce, c'est Timon pater, son nom scientifique. En fait, c'est le lézard osselet d'Afrique du Nord. Alors, c'est en fait un cousin très proche d'une espèce qu'on a chez nous, qui est le lézard osselet, qui est un des plus grands lacertides européens, mais qu'on n'a pas le droit de détenir, sauf capacitaire, Voilà. faune française. Et or là, on est complètement dans les clous, puisque c'est une espèce qui est parfaitement détenable légalement par des non-capacitaires. Voilà, sans certificat de capacité, Absolument. puisque ce n'est pas de la faune française. Ça a beau être le genre Timon, mais c'est une autre espèce. Et cette espèce, où est-ce qu'on la trouve du coup où est-ce qu'elle vit? Alors, cette espèce-là, précisément, vit en Algérie et en Tunisie. Il y a une sous-espèce proche, enfin une espèce proche qui vit aussi au Maroc, qui est Timon tangitanus. Donc là, c'est Timon pater. Donc, une espèce qui est finalement de plus petite taille que notre lézard osselet français. Voilà, alors Là, on a 40 cm à peu près pour les adultes, les mâles adultes, alors que le lézard osselet peut dépasser les 70. et là tu parles d'une longueur totale avec la queue. Ah, bien sûr, oui, oui. Voilà. Chez les mâles, les femelles sont de façon significative plus petites. Plus petite, voilà. Donc là, en fait, donc ce n'est pas un adulte, c'est un juvénile qui est né dans ton élevage. Absolument, lui, il est né en juin. C'est une production maison. Hein. Voilà. Et donc, il est lui-même issu d'un couple né en captivité. D'accord. Voilà. Et du coup, on voit au niveau du comportement qui sont vraiment très imprégnés. C'est vrai que souvent, les lézards verts, les lézards osselets, tout ça, on sait que c'est des animaux un petit peu farouches qui sont pas forcément à l'aise avec la présence de l'homme. Mais comme là, ces animaux-là sont nés en captivité et que tu as essayé de faire un travail de renforcement positif et d'imprégnation sur eux pour les mettre en confiance, on peut avoir un animal qui n'a pas peur de l'homme. Alors, c'est ça. Alors, justement, je souhaitais rebondir un peu là-dessus, c'est que même nés en captivité, s'ils ne sont pas imprégnés de façon régulière au stade juvénile, ils deviennent typiques du comportement de la certidée, c'est-à-dire quasiment difficile à manipuler, sauf pour tension. Or là, c'est un juvénile qui a été manipulé très tôt et régulièrement, et résultat, on a quasiment un pogoda, quoi. Voilà, ouais, bien sûr, ouais. Et c'est ce qu'on vous explique souvent dans nos vidéos sur les lézards. Hein. On a depuis longtemps toujours mis en avant chez Reptiline le renforcement positif et le fait de mettre les animaux en confiance pour qu'ils soient en meilleur état psychologique en captivité, que l'arrivée de l'homme ne soit pas une terreur pour eux dans la vie du quotidien. Et en plus, c'est tellement sympa de pouvoir avoir des interactions comme ça. Donc on a d'autres petits timons pater ici, et vous voyez, et ils sont vraiment cool. On a beau être devant le terrarium et tout, voilà, on peut ouvrir. Ils sont vraiment fidèles. Ah oui, là c'est moi qui ai tapé dans la branche, donc je leur ai fait peur. Mais vous voyez, ils ne fuient pas dès qu'on ouvre la porte et tout ça. Et c'est des animaux qu'on va pouvoir largement imprégner. Donc au niveau au niveau de l'élevage, du coup c'est un lézard qui a l'air quand même assez robuste et vraiment simple à élever. Ça c'est un point aussi positif, les herpers. Tout à fait. On peut un petit peu s'inspirer du pogoda, avec quelques nuances évidemment, mais grosso modo, c'est une espèce qui vivra en terrarium désertique sec. Voilà, qui est diurne. Qui est diurne, qui est très héliophile, donc qui s'expose beaucoup au soleil. Par rapport aux zones Ferguson, on serait plutôt dans une zone 3. Hein, donc qui s'expose de façon occasionnelle au zénith, et après se met à l'abri. Et en ce qui concerne l'espace, il y a un point important, c'est qu'il est décrit dans la littérature comme essentiellement terrestre. Bon,
À titre de précaution, moi j'ai aménagé des terrains avec notamment des plateformes pour augmenter l'espace vital et j'ai constaté que tous les spécimens passaient énormément de temps en fait en hauteur, y compris pour roupiller. Donc en fait, c'est un peu comme certains lézards, c'est un peu un lézard tout-terrain. Tout terrain, Il peut très bien être terrestre s'il vit dans une zone plutôt rocailleuse et tout ça. Et s'il a des possibilités de grimper, il va pouvoir les utiliser. Donc de faire un terrarium qui soit quand même un petit peu haut au final, dans les 60 cm de haut, ça peut être cool pour pouvoir mettre des promontoires et tout ça. Donc, évidemment, comme c'est un lézard diurne et héliophile, il nous faut des bons spots chauffants, de leur faire des points de chauffe assez importants. À quelle température? Alors, le point chaud, il faudra qu'il soit aux alentours de 35. Ouais, voilà. Ouais. Mais alors, important qu'on ait souvent une dissociation entre le point diffusant des UV et le point diffusant aussi de la chaleur, que l'animal ait le choix de se mettre soit un point avec des UV et du chaud, et un point avec uniquement de la chaleur sans UV pour pas être obligé de se surexposer aux UV au risque éventuellement de se brûler. Voilà, ça c'est ce qu'on vous explique très fréquemment avec l'emploi des lampes 2 en 1 ou 3 en 1. Donc avec ce genre de lézard, ça sera mieux d'utiliser un bon néon T5 Arcadia en 12% ou 14%. Et après des spots chauffants. Et alors, il y a aussi une autre possibilité à la belle saison, c'est utiliser un des terrariums type cage en aluminium ou flexarium. Voilà, pour que les bestioles aient justement des UV naturels. Et là, ils utilisent énormément cette possibilité. Ils s'exposent beaucoup. Et en même temps, ils se mettent à l'abri, évidemment, en cas de besoin. Mais ça les booste vraiment au niveau, notamment coloration, activité générale. Il y a un effet spectaculaire. Et on pourrait même imaginer que si vous habitez dans le sud de la France, en Méditerranée, vous pouvez peut-être carrément les élever à l'extérieur dans une cage bien évidemment lézard-proof, qui puisse pas s'échapper, mais ils pourraient avec des zones d'ombre et des zones ensoleillées vivre puisque le climat est presque un petit peu similaire à celui de la Tunisie. Il pourrait peut-être s'adapter. À la belle saison, oui, c'est clair, c'est tout à fait envisageable. Pour la période d'hiver, il faudra peut-être envisager. Évidemment. De toute façon, il y a une période de repos à mettre en place. Mais à la belle saison, au sud de la Loire, on peut tout à fait les faire vivre H24 en terrarium d'extérieur. Voilà. Donc, si vous cherchez une petite espèce de lézard vraiment sympa, tout terrain, coloré, alors est-ce qu'il y a une différence de coloration entre les mâles et les femelles? Très, très marquée et qui apparaît surtout très, très vite. C'est là où c'est spectaculaire. Et très pratique d'ailleurs, puisqu'on peut du coup les sexer même jeunes. On n'a pas besoin d'être un dieu de l'éversion, etc. Voilà. Il suffit de regarder. Là, on va vous montrer une femelle. Une femelle qu'on voit ici. Qui est à peu près sensiblement de la même taille. Voilà. Donc la coloration totalement différente, plutôt brune. Tout à fait. Et bon, évidemment, c'est plus marquant pour les mâles adultes. Une tête beaucoup plus massive chez les mâles. Et puis bon, donc cette différence de coloration. Et alors il y a un autre facteur, c'est les pores fémoraux qui sont plus marqués, enfin qui sont très marqués chez les mâles, très développés, alors qu'ils sont quasiment inexistants chez les femelles. Voilà, la petite femelle. Voilà. Voilà, on va laisser se calmer 2 minutes. Alors, voilà, je peux pas la lâcher encore comme le fait Philippe avec son spécimen qui est bien imprégné. Voilà, avec celle-là, elle a besoin d'un peu de travail, mais voilà, elle commence à se calmer. Voilà. On va lui faire regarder l'autre qui est calme. Voilà. Frère et sœur de la même plante. Là, on voit bien la différence de coloration qui est vraiment hyper notable. Donc, ensuite, au niveau alimentation. Alors, quelle est leur alimentation? Large, spectre très très large, donc essentiellement insectivore. Alors, tous les insectes, papillons, grillons, etc. Enfin, vraiment tout est accepté, les araignées aussi. Criquets, les blattes. Les escargots. Très apprécié. Ah ouais? Ouais, ça fonctionne super bien. Et est-ce qu'ils les mangent avec la coquille aussi? Alors, faut les aider un petit peu. Alors, les adultes, en fait, les adultes arrivent à péter une coquille de l'escargot. Je suis pas étonné. Donc, il ne faut pas laisser traîner les doigts avec un sujet qui serait de mauvaise humeur, disons. Mais en dehors de ça, les aliments, les repachis. Grub paille, ça fonctionne super bien. Voilà, donc le grub paille de repachi qui est fait à base de larves d'Hermesia. Donc, vous pouvez aussi donner des larves d'Hermesia. J'imagine qu'ils doivent les manger et que c'est un super rapport. Très honnêtement, ça dépend des individus. Certains les acceptent et tapent dedans, d'autres moins. Donc, il y a une variation individuelle marquée. En revanche, sur tous les insectes de base qu'on trouve en animalerie, ils mangent très facilement. Nous, ici, on les nourrit principalement avec des grillons,
des blattes, voilà, du petit criquet. Et ça se passe très bien. Est-ce qu'ils sont intéressés par des végétaux, par exemple? Oui, absolument. Alors d'ailleurs, dans la nature, à l'automne notamment, avant la mise au repos, ils consomment pas mal de baies. Donc moi D'accord. j'ai testé effectivement des fruits d'hiver, notamment de mangue, papaye, etc. Bon, c'est pas dans leur spectre Ouais, nutritif ouais, normal, non, mais ça passe bien. ça marche. J'ai essayé aussi Des fruits la type répachi type, tu sais, Crystal Crescent Gecko, Ouais. et ça fonctionne. Ok, Donc cool. ils le consomment aussi très très bien. Et puis micro-mammifères, donc les souriceaux à petite dose, évidemment. Ouais, voilà, Et donc vraiment c'est tout à fait. de manière sporadique, on va dire. Voilà. Et comme ils ont quand même un taux de croissance qui est extrêmement rapide, on voit entre Mm. un juvénile à l'éclosion qui fait une dizaine de centimètres et ça en 3 mois, ça speed. Ça va vite, ouais. Donc du calcium systématiquement pour Comme toujours. comme toujours, bon, sauf évidemment Hermesia où là on a Ouais, d'emblée voilà. un taux de calcium dément, quoi. Donc Mais ça, bon, c'est c'est génial. toujours cool de toujours supplémenter en calcium vos insectes et bien nourrir vos insectes, bien évidemment, comme on le dit, comme d'habitude. Donc après, en fait, au niveau de la maturité sexuelle, ça arrive à quel âge? Alors, Il faut à peu près un an. un Un an. an. Donc elle est rapide, maturité Elle est, oui, sexuelle oui. rapide. Maturité sexuelle rapide. Et alors, par rapport aux données de la littérature, la reproduction est plus facile et surtout les jeunes sont normalement tout petits à l'éclosion. Ouais. Ils sont décrits comme 5 à 10 centimètres à l'éclosion. Et ce que j'ai observé cette année, c'est des spécimens de 10-12 centimètres. Ouais, donc déjà une belle taille. Alors Déjà on une parle belle taille. toujours d'une taille là avec la queue, hein. Toujours, t'es que compris, oui. Et voilà. Et en fait, donc au niveau de la reproduction, justement, donc comment ça se passe? Bon, il y a des accouplements bien sûr, mais les femelles donc pondent des œufs. C'est une Voilà, espèce. c'est une espèce ovipare. Les accouplements se font avec une prise au niveau du bassin par le mâle. Donc, Ouais. ils sont assez acrobates. Est-ce qu'ils se mordent le Ouais. mâle mord la femelle au niveau Ah, du cou comme non, pas au cou, au bassin. Ah ouais, au Il la bassin. chope au bassin. D'ailleurs, cette espèce a fait l'objet d'un article dans le dernier Reptile Mag. Ah oui, C'est que le tu as lézard écrit que j'ai toi-même. écrit. D'ailleurs. Oui, c'est le lézard en vedette. Oui, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'expérience d'élevage Oui. ni de reproduction de cet élevage en France. Donc, bon, c'était un retour Oui, même en Europe d'ailleurs, hein. C'est oui, un il y a lézard qui très est quand peu. même assez rare. Donc voilà, Oui, les herpers, c'est là ce oui, que vous voyez, c'est quand même quelque chose de peu commun. oui. Et donc n'hésitez pas à venir les voir en chair et en os au Lizard Day, hein. Et en plus de ça, donc c'est un lézard qui est tout à fait abordable puisqu'ils sont à 89 €. Donc voilà, il n'y a pas de, c'est pas un animal malgré sa rareté qui est hyper cher. Donc je te laisse continuer pour au niveau de la reproduction des Oui, œufs et alors tout au ça. niveau de la reproduction, c'est à peu près 1 mois de gestation, donc accouplement ponte. Mm. Et ensuite, ça s'enchaîne toutes les 3 semaines avec des pontes qui sont assez importantes en fait, qui font entre 10 et 20 œufs. Ah, ouais, c'est énorme. Et avec, en tout cas pour les toutes premières pontes que j'ai pu relever, un taux de fécondation, enfin et d'éclosion à quasiment à 100%. Ah, génial. Donc, Donc, en fait, c'est aussi une espèce qui peut être prolifique, donc qui est intéressant si vous aimez faire de la reproduction et assister au miracle de la vie. Quand on voit ces bébés lézards sortir des œufs, c'est vraiment exceptionnel. Donc, soit pour avoir un lézard, entre guillemets, de compagnie, c'est excellent. Voilà, vous voyez, les mâles sont vraiment très bien, très joliment colorés. Les femelles, elles sont chouettes aussi, mais c'est différent. C'est un petit peu plus brun. Et surtout, voilà, si vous avez envie d'élever un lézard, de voir la reproduction, les œufs, les éclosions et tout, voilà, c'est un lézard qui se reproduit bien en captivité. voilà. Et alors, une dernière précision concernant l'incubation, j'ai pratiqué l'incubation in situ, c'est-à-dire que je ne l'ai pas transféré en incubateur, j'ai laissé en fait dans la boîte contenant les œufs, là où la femelle les avait pondus. D'accord, donc il y avait une boîte de ponte Il y avait une boîte de ponte, avec après une profondeur de substrat Exact. de combien de centimètres? 5 cm environ. Ouais, voilà, Voilà, donc, c'est assez tout. profond. Voilà, et j'ai laissé faire la nature. Ce qui fait que j'ai aussi laissé s'opérer les variations de température Bien jour-nuit. sûr. Ce qui probablement a contribué à avoir des juvéniles assez costauds. Et donc un meilleur résultat parce que sûrement voilà il y a ces variations de température. C'est vrai qu'en captivité nous on a peut-être trop tendance à incuber les œufs toujours à la même température vu que dans la nature ils sont soumis quand même à des variations qui peuvent être parfois importantes. Et donc du coup au niveau de la durée d'incubation, 60 jours environ. donc Soit, une durée 2 mois. classique Alors, chez les aussi un petit piège. Les œufs, surtout en fin d'incubation, ont un aspect qui est assez inquiétant. On se dit, ça y est, toute la ponte a foiré.
que nenni. En réalité, la coquille se dégrade, et d'ailleurs se dégrade probablement suffisamment pour permettre le À percement, l'animal, ouais, hein, de percer, ouais. et en réalité ça marche. Bon, bah, Voilà, génial. donc il ne faut pas s'inquiéter si vous reproduisez cette espèce, que vous voyez d'un seul coup les Les œufs œufs, qui ça. commencent à se ratatiner un petit peu. Alors évidemment, si c'est la galette, c'est un peu mal barré, mais en dehors de cet aspect-là, c'est plutôt de bon pronostic. Extra. Donc voilà une espèce à découvrir, donc qui peut être très intéressante à observer, très intéressante pour créer aussi du renforcement positif et du contact. Et regarde là, Voilà, la femelle, tu l'as en main depuis peu de temps et elle s'est déjà vachement posée. Super calmée, voilà. Donc et puis là, bon, bah, j'ai été la chercher, j'ai pas fait de choses progressives, d'approches progressives, puisque je voulais vraiment vous la montrer. Donc voilà, on voulait vous présenter cette espèce. On avait donc un éleveur qui a plein de choses à raconter. Avec nous aujourd'hui et donc n'hésitez pas à venir au Lizardet le 18 et 19. Si vous pouvez pas vous déplacer, il y aura aussi une version digitale où on va vous faire des lives et tout ça et vous allez pouvoir être un peu en immersion dans l'événement tout en restant dans votre canapé. Donc voilà, ben merci beaucoup Philippe d'être venu pour faire cette vidéo. Merci à vous les Herpers de nous suivre de plus en plus nombreux sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner et on vous dit au week-end du 18 et 19 pardon, pour le Lizardet. Salut!